Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais essayer d'être efficace. Donc, bienvenue. Et puis, je vais vous donner quelques informations donc, sur la filière psychomotricité. Donc, je suis Monsieur Pujariné, directeur de l'Institut de formation en psychomotricité de Montpellier, qui a ouvert ses portes l'année dernière à Montpellier. Et on en est très fiers au sein de la faculté de médecine de Montpellier. Donc, quelques mots préalables sur la définition globalement de la profession. Qu'est-ce que c'est qu'être psychomotricien? Donc, c'est d'abord et avant tout être un professionnel paramédical qui travaille sur la prévention, l'accompagnement, le conseil et principalement la rééducation, la thérapie. Donc, même s'il y a d'autres perspectives qui sont possibles en termes d'accompagnement, notamment dans le monde de l'entreprise, c'est principalement dans le monde du soin que les psychomotriciens interviennent en tant qu'auxiliaires de médecine. Euh, les psychomotriciens sont quoi? Les psychomotriciens sont d'abord et avant tout des spécialistes des troubles psychomoteurs, comme les orthophonistes le sont des troubles orthophoniques, comme les orthoptistes le sont des troubles orthoptiques. Les troubles psychomoteurs sont des troubles très hétérogènes qui ont pour point commun d'altérer la motricité au sens large, c'est-à-dire les capacités d'action, presque toujours avec des fonctions psychologiques, des fonctions mentales qui sont en lien avec le fait d'agir. Donc, on entend parler de plus en plus des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles de la coordination motrice, ce qu'on appelle dans le langage courant les dyspraxies. Chez l'enfant, il peut y avoir les troubles de l'écriture, il peut y avoir les tics faciaux ici, comme c'est le cas sur la petite vidéo en bas à gauche. La liste, elle est absolument pas exhaustive et il y a tout un tas de troubles psychomoteurs qui existent. Il y a aussi des troubles spatiaux, des personnes qui ont du mal à s'orienter dans l'espace, donc avec une origine plutôt neurodéveloppementale pour le travail chez les enfants et chez l'adolescent. Maintenant, au-delà des troubles psychomoteurs, les psychomotriciens sont aussi des spécialistes de la motricité intentionnelle ou volontaire, comme on dit parfois, au sens large aussi. Donc, on peut tout à fait travailler avec des personnes qui ont des troubles ou des maladies génétiques comme le syndrome de Down ou la trisomie 21. Tout ce qui va concerner des problèmes de motricité fine, globale, des problèmes d'attention, des problèmes d'orientation, encore une fois, dans l'espace, des problèmes de tonus, des problèmes d'équilibre, des problèmes d'interaction avec les autres, parce qu'il faut surtout pas oublier aussi la dimension relationnelle de la motricité. Donc, les psychomotriciens sont aussi des professionnels de la motricité lorsqu'elle est engagée dans les relations avec autrui, notamment au niveau des communications non verbales. Chez les personnes amputées, par exemple, on a aussi un travail possible grâce aux nouvelles technologies qui devient extrêmement intéressant. On a des personnes avec troubles psychiatriques. Là, on bascule petit à petit sur des populations adultes qui sont toujours un petit peu oubliées quand on parle de psychomotricité parce qu'on a souvent tendance à ne parler que des enfants, mais en fait, ça va bien au-delà. On va pouvoir prendre en charge et pardon, évaluer des personnes avec des troubles psychiatriques, comme c'est le cas ici d'une personne qui a une catatonie, des personnes qui ont des phobies, comme des phobies du vide, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a des manifestations corporelles qui sont impliquées à toutes ces phobies-là et qui peuvent être aussi prises en charge via des technologies, réalité virtuelle ou plus basiquement, entre guillemets, des techniques de relaxation ou de méditation de pleine conscience. Chez les personnes âgées, donc ça, c'est un pan du travail qui se développe énormément, puisque les pouvoirs publics poussent pour tout ce qui est recrutement dans les EHPAD, dans les maisons de retraite et autres. Donc, il y a vraiment tout un pan de la profession qui se développe énormément du côté de la personne âgée. On travaille la plupart du temps en collaboration d'ailleurs avec des kinés, avec des ergothérapeutes, évidemment avec des orthophonistes aussi quand cela se justifie. Donc tout ce qui est maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, quelle que soit la cause à la limite des difficultés psychomotrices, à partir du moment où les capacités d'action du sujet sont problématiques, que ce soit pour des causes neurologiques, pour des causes cognitives, pour des causes liées à la perte de mémoire dans la maladie d'Alzheimer, peu importe la cause, à la limite, le psychomotricien a toute sa place aussi dans ce type d'équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge spécifiquement les difficultés psychomotrices. Donc, pour faire simple, le psychomotricien, c'est le spécialiste de la motricité au sens large, celle qui nous permet d'agir sur le milieu environnant, le milieu physique, mais celle aussi qui nous permet d'interagir avec autrui, au-delà de la sphère verbale, évidemment, qui est plus réservée aux orthophonistes notamment. Donc, les facteurs psychologiques, cognitifs, affectifs, émotionnels, environnementaux, sociaux ou perceptifs sont susceptibles d'être pris en charge, évalués d'abord au départ, pris en charge ensuite. Et à partir du moment où on pense que ça impacte la motricité, on peut tout à fait intervenir directement sur les facteurs cognitifs, attention, perception, mémoire, etc. Les facteurs sociaux, évidemment, il y a beaucoup de psychoéducation qui se développe aussi pour les parents. On va les conseiller, on va faire tout un travail d'accompagnement thérapeutique envers les parents ou les accompagnants de manière générale, les facteurs psychologiques, parce qu'on prend en compte les traits de personnalité, la personnalité du patient avec lequel on travaille. Bref, c'est
Une profession qui est souvent vue comme assez holistique, puisqu'on prend en compte à la fois les aspects mentaux et les aspects moteurs, c'est ce qui fait un petit peu la spécificité et tout l'intérêt aussi de cette profession. Je vais vite, hein, parce qu'on est pris par le temps, mais on essaie de bien exposer malgré tout. Voilà, donc ça, c'est comment on travaille globalement sur prescription médicale obligatoirement. En étant auxiliaires médicaux, c'est des médecins qui fournissent des prescriptions et à partir de là, on peut mettre en place un bilan psychomoteur, puis une prise en charge si nécessaire. Euh, on peut travailler avec les tout petits, les enfants, les adultes, les personnes âgées, même à un âge très avancé. Il n'y a pas de limite particulière au niveau des âges. On a 25 places à Montpellier. Même réflexion tout à l'heure avec Madame Maurice Gasser. On a 25 places, c'est le ministère qui le décide. On pourra potentiellement à terme en demander plus, mais aujourd'hui, c'est 25 places pour 1207 candidatures il y a 2 ans, 703 candidatures l'année dernière. Donc effectivement, c'est très sélectif, mais c'est vrai pour toutes les formations paramédicales, j'imagine. Les conditions, c'est sur Parcoursup, donc une candidature, un dossier de candidature au travers duquel on va évaluer les aspects purement académiques, c'est-à-dire les notes. C'est là que l'algorithme, le fameux algorithme qui fait peur à beaucoup de gens, intervient, puisqu'on va aller chercher les notes qui nous intéressent pour nous donner une note finale, en ce qui concerne en tout cas le niveau académique. Mais ceci dit, ce n'est qu'un aspect de la sélection, puisque tout un autre volet de la sélection va porter prioritairement sur ce qu'a fait le candidat, sur sa motivation, sur ce qui peut nous amener en termes d'éléments factuels pour que nous, qui examinons les dossiers, on puisse se dire, OK, ce candidat paraît intéressé pour la psychomotricité, voilà ce qu'il ou elle a déjà fait, des choses concrètes, je ne sais pas, des stages d'observation, le BAFA, de l'encadrement dans du milieu associatif, tout ce qui peut intéresser le candidat au niveau corporel, au niveau motricité, au niveau relationnel. Et tout ça, il faut le mettre en avant évidemment dans le dossier, puisque ce n'est pas du tout l'algorithme qui va s'occuper de ça, c'est nous qui examinons les dossiers un par un. Et ensuite, on fait l'amalgame, si vous voulez, des deux, c'est-à-dire le niveau académique d'un côté, purement académique, les notes, bête et méchant, j'allais dire. De l'autre côté, tout ce que le candidat aura fait, et ça nous donne une note finale qui nous permet de classer, d'établir un pré-classement, à l'issue duquel on va contacter les 150 premiers pour des épreuves orales. Une fois que les épreuves orales sont faites, qui sont basées sur la synthèse d'un document que le candidat découvre 20 minutes avant de passer devant un jury, plus une discussion basée sur la motivation justement du candidat et sur les éléments factuels du dossier, on a une autre note qui est réinjectée dans le pré-classement, qui le chamboule, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, avec un nouveau classement qui sera le classement définitif et au travers duquel les candidats seront contactés pour savoir si oui ou non ils peuvent intégrer l'Institut de psychomotricité. Quand il y a des candidats qui déclinent parce qu'ils partent dans d'autres filières ou dans d'autres instituts de psychomotricité, Parcoursup remonte petit à petit en informant au fur et à mesure les candidats et en sachant que l'année dernière, le classement, enfin Parcoursup est remonté jusqu'à la 74e place. Voilà un petit peu pour les critères. Les autres, vous les avez sur Parcoursup. Il faut être âgé au moins de 17 ans pour l'année en cours et avoir le bac, évidemment, qui est la condition principale préalable. Voilà. Les critères généraux, vous les avez sur Parcoursup. Évidemment, on est des métiers de la relation humaine, hein, donc il faut avoir une appétence particulière pour les autres, tout simplement. Il s'agit d'être ouvert aux autres, d'avoir envie d'aider. C'est quand même la base de la base, mais c'est important parfois de le rappeler un petit peu. D'autres dispositifs existent, mais on ne les utilisera pas cette année, probablement ni l'année prochaine pour rentrer directement en deuxième année, parce que pour l'instant, on n'en a pas l'utilité ni le temps en termes d'organisation purement administrative, hein, puisqu'on vient d'ouvrir l'année dernière, donc on a quand même du pain sur la planche. Au niveau de la façon dont les études se découpent, donc 3 années d'études qui sont basées sur un équilibre entre cours théoriques d'une part, cours pratiques d'autre part, psychomotricité principalement, et puis stage. Donc en première année, un stage de 80 heures en observation, en école, en crèche, en halte garderie. Et à partir de la deuxième année, les stages thérapeutiques à proprement parler, 200 heures auprès d'un psychomotricien ou psychomotricienne expérimenté, en EHPAD, en service hospitalier, en cabinet libéral, peu importe. Et troisième année, plus de 400 heures de stage. Donc en fait, plus on avance dans le parcours, plus le nombre d'heures consacrées au stage augmente et parallèlement, plus le nombre d'heures consacrées aux cours théoriques diminue. En troisième année, typiquement, les étudiants sont présents à la fac 2 jours par semaine et le reste du temps, ils sont en stage. Au niveau des enseignements, beaucoup d'enseignements scientifiques pour la première année. Attention à ceux qui vont rentrer, hein, ça surprend un petit peu au départ. Il y a beaucoup d'anatomie, beaucoup de physiologie, beaucoup de santé publique. Il y a quand même des enseignements qui ont une très forte coloration scientifique, de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychomotricité, qui restent les 3 domaines les plus justement spécifiques au domaine de la psychomotricité. Et puis donc des stages et des études de cas. Il y a un petit peu de pédagogie aussi en première année,
un petit peu de pharmacologie et donc de la santé publique. Voilà. À mesure qu'on avance vers la troisième année, on a de plus en plus d'heures consacrées à la psychomotricité en tant que telle. Mais la première année est consacrée vraiment aux bases scientifiques qui sont à peu près communes d'ailleurs à toutes les filières en termes d'intérêt de formation quoi, pour les étudiants. Quels sont les principes structurants chez nous? On a 25 étudiants, donc c'est vraiment une ambiance de classe, quoi. C'est une petite promo et on n'a pas de grands amphis face à nous, donc ça favorise de fait la proximité avec l'équipe pédagogique. Il y a un suivi régulier. Quand on a un étudiant en difficulté, ben, on va le voir, on essaie de lui parler, on essaie de l'accompagner, de trouver des solutions. C'est quand même radicalement différent d'autres façons de fonctionner avec des grandes promos. Sur les enseignements de psychomotricité, on se base énormément sur la pédagogie active, c'est-à-dire que les étudiants participent eux-mêmes de manière active à la production de leurs propres connaissances. C'est une formation complète, pourquoi? Parce qu'il y a de la théorie, des cours pratiques et des stages. Et puis, voilà, on est très à cheval aussi à Montpellier sur les savoir-être, c'est-à-dire la façon de se comporter. Comme on l'a dit tout à l'heure, on est d'abord et avant tout sur des métiers de la relation. Donc, on est extrêmement vigilant aussi à la manière dont les étudiants se comportent avec tout le monde, entre eux, envers l'équipe pédagogique, envers l'équipe administrative. Et on essaie de les accompagner au mieux par rapport à ça. Voilà, il y a une individualisation de la pratique aussi à mesure qu'on se rapproche de la troisième année. Donc, si on a des étudiants qui nous disent, ben, moi, je préférerais travailler exclusivement avec des tout petits, exclusivement avec des personnes âgées, avec tel ou tel type d'approche thérapeutique, il y aura tout à fait une possibilité d'individualiser la pratique parce que le nombre d'étudiants le permet justement. Et puis, on aidera au maximum par rapport à ça. Et les psychomotriciens, quelques chiffres rapidement. Donc, beaucoup travaillent en secteur hospitalier, beaucoup, de plus en plus en tout cas, travaillent en cabinet libéral aussi. Il faut savoir que l'assurance maladie commence à rembourser les frais en psychomotricité sous certaines conditions. Donc ça, c'est une énorme avancée pour nous parce que c'est le dernier niveau de reconnaissance de la profession. Quand l'assurance maladie commence à rembourser, c'est que la profession est bien en place et commence à être réellement connue et reconnue. Beaucoup de psychomotriciens ont une activité mixte avec par exemple 50% de temps consacré à l'activité libérale et 50% en tant que salarié dans des cliniques de rééducation ou dans des services hospitaliers ou en EHPAD. C'est la formule un peu vers laquelle on tend de manière majoritaire chez les psychomotriciens. C'est une profession qui est très féminisée, aux grandes dames de nos étudiants qu'on a là dans chacune de nos promos, hommes, j'allais dire. Donc un garçon par promo, ils se sentent un petit peu tout seuls. Mais ça, c'est pas de notre faute, c'est que la profession est très féminisée, comme beaucoup d'autres dans le domaine paramédical. Même si petit à petit, le ratio est en train, là aussi, de tendre très lentement, mais assez sûrement vers un équilibre relatif. C'est une profession qui est en plein boom. Alors déjà, c'est une profession passion, quoi. C'est un métier passion. On est passionné par ce qu'on fait. C'est une profession géniale parce qu'on peut travailler avec plein de types de populations différentes, avec plein d'approches thérapeutiques différentes. C'est une profession très complète. Il y a plein de choses à savoir. Et à l'issue du parcours, enfin du cursus, on va dire, on n'est jamais formé à 100%. C'est-à-dire que le but pour nous, c'est de former les étudiants sur un bagage de base qui leur permettront de travailler avec différents types de populations. Mais il faut continuer au-delà, quoi. Il faut faire des DU, des masters, il faut se former régulièrement. D'ailleurs, l'État maintenant oblige les professionnels à se former, puisqu'il y a deux formations obligatoires tous les 3 ans qui a été décidée au niveau national. Mais c'est vraiment une profession super intéressante, très riche, en plein boom. On travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires la plupart du temps. Il y a aussi une question du coup de se stimuler les uns les autres. Même si le quota d'étudiants, voilà, il est en constante augmentation, encore une fois, mais nous, on n'a que 25 places à Montpellier parce que c'est pas nous directement qui l'avons décidé. Il y a différents plans au niveau national qui conforte la place de la psychomotricité avec les tout-petits, avec les personnes âgées. Donc l'État est vraiment en train de faire son maximum, on va dire, pour que les choses avancent et que l'offre de soins en psychomotricité soit plus étoffée. Du coup, on observe une augmentation des quotas petit à petit. L'insertion professionnelle, de fait, elle est excellente, hein, il y a très peu de chômage. Et en général, enfin, les jeunes diplômés qui ne sont pas en poste dans l'année qui suit leur diplomation, ce sont soit des personnes qui continuent sur des études de type master et au-delà des thèses, soit des personnes qui vont à l'étranger en année sabbatique ou pour parfaire leur formation aussi avec d'autres types de diplômes. Sans ça, on trouve du boulot sans aucun problème particulier. Et puis l'objectif de toute manière de l'Institut aussi, ici en Occitanie Est, c'est d'augmenter l'offre de formation sur le bassin Est d'Occitanie, donc tout ce qui est Montpellier, Nîmes, Alès, Mende aussi, on peut imaginer que les choses vont pouvoir s'étoffer en termes d'offres de soins. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes à faire et qui ne seront pas problématiques en termes de trouver un emploi.
Voilà, donc les psychomotriciens sont des thérapeutes de l'action, 3 années d'études. J'ai dit, je pense, le principal sans prendre trop de temps. Mais si vous avez des questions, je vous écoute. Les étudiants sont là aussi, ils font un super travail là, dans le hall d'entrée. Leur stand est bien sollicité depuis ce matin. Mais je vous écoute si jamais vous avez des questions un petit peu rapides auxquelles je peux répondre. Sinon, on pourra continuer la discussion de toute manière à l'extérieur de l'amphi. Merci beaucoup de votre attention. Bonjour, je voulais savoir quand ils sont pas pris, quelle formation ils peuvent faire si c'est STAPS pendant un an pour espérer être pris l'année suivante. Oui, on a eu plein de questions qui tournaient autour de ça ce matin. Donc, la chose, avant de vous conseiller quelque chose, je vais vous déconseiller quelque chose, c'est de faire des remises à niveau et des prépas. Voilà, tout simplement parce que les prépas sont les nouvelles versions des prépas au concours, qui à l'époque comprenaient français et biologie. Donc on bachotait toute l'année pour préparer le concours, c'était très important. Le concours a volé en éclats, puisqu'on a Parcoursup maintenant. Les mises à niveau, donc ce qu'on appelle classiquement les prépas, sont absolument pas informés des critères de sélection qu'on n'a pas d'ailleurs à leur divulguer. Donc si je devais vous déconseiller quelque chose, c'est de faire des prépas et des remises à niveau. Pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Mieux vaut partir effectivement dans des parcours, dans des filières qui sont proches de la psychomotricité. Donc plutôt psycho, plutôt STAPS, parce qu'on est vraiment à cheval sur les deux en psychomotricité. Peut-être probablement qu'il doit y avoir d'autres filières aussi. Il y a pardon, des diplômes universitaires qui peuvent être intéressants en attendant de postuler une deuxième fois. Je pense au DU sur les troubles neurodéveloppementaux, par exemple. Il y a des DU qui sont proposés par l'école de gériatrie Géronto aussi, qui vient d'ouvrir ses portes là à Montpellier il y a à peu près 2 ans et demi. Voilà, donc plein de choses intéressantes à faire. À partir du moment où ça tourne autour des choses qui peuvent être en lien avec la psychomotricité, pourquoi pas, mais je vous déconseille en tout cas fortement les remises à niveau et les prépas, Merci. qui sont des boîtes à fric et qui ne servent à rien. Oui, non, mais autant dire les choses. Alors, le revenu annuel moyen est estimé en France aujourd'hui entre 1 600, grosso modo, et 1 700 et quelques euros. Net mensuel, bien sûr, oui. Pour des personnes qui débutent, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez être millionnaire, ça va être compliqué. On espère une revalorisation salariale via une réingénierie à la fois des études et de la profession pour avoir quelque chose qui soit plus compatible avec à la fois le niveau d'études et la place de la psychomotricité des psychomotriciens en France. Mais on va dire qu'un psychomotricien qui débute va tourner autour de 1000, 1700, 1800 euros maximum net mensuel. Ouais. Oui. Ouais, mais alors là, on va rentrer dans des débats sur les contenus, etc. Les psychomotriciens, je viens de le dire, sont des spécialistes des troubles psychomoteurs et les APA ne sont pas des spécialistes en troubles psychomoteurs. Ça, c'est le premier élément de base. Ce que font les moniteurs en APA, ou je ne sais plus comment vous appelez ça aujourd'hui, c'est tout à fait complémentaire de la psychomotricité. Donc voilà, vous pouvez travailler avec des patients qui ont des BPCO, des maladies respiratoires chroniques et des choses comme ça. Nous, on va s'atteler plutôt aux troubles psychomoteurs en tant que tels ou aux troubles de la motricité intentionnelle via un bilan, via une prise en charge extrêmement rééduquée, construite avec réévaluation. Et donc, le danger, c'est d'opposer dos à dos les moniteurs en APA avec les psychomotriciens. Vous êtes une profession récente, nous, on date de 1974. Et les deux sont absolument complémentaires. C'est un peu la même histoire que les ergos et les psychomotriciens, finalement. Les ergos ne sont pas les spécialistes des troubles psychomoteurs, comme nous, on n'est pas les spécialistes de certains aménagements au niveau de l'appareillage ou des choses comme ça. Donc, il faut revenir à un point de vue un peu historique et épistémologique, j'allais dire. Les psychomotriciens, comme les orthophonistes le sont pour les troubles orthophoniques, sont les spécialistes des troubles psychomoteurs. Voilà. Et les troubles psychomoteurs, on vous en parle dans tout le cursus pendant les 3 années. Ne vous inquiétez pas, c'est très détaillé. Mais c'est assez différent des APA, quoi. C'est pas les mêmes objectifs, c'est pas les mêmes pathologies souvent. Bonjour. Bonjour. Concernant votre sélection, quand j'entends que vous avez donc autant de candidats, vous avez que 25 places, quelle est votre sélection dans, dirais-je, la multidisciplinarité? Donc, quels sont les juges, en guillemets? Quelles disciplines? Alors, on a constitué, vous parlez de l'examen des dossiers Parcoursup?
Oui. C'est ça? On a constitué une commission d'examen des vœux. Commission d'examen, d'accord. Donc, c'est des personnes voilà, qui sont sous ma responsabilité, entre guillemets, D'accord. qui sont formées à l'évaluation, à l'examen de chaque dossier, avec tout un tas de critères. Ils sont entraînés pour ça, ils sont payés pour ça d'ailleurs. Et puis, ils nous permettent d'examiner les dossiers de manière la plus homogène possible, Ouais. pour pas qu'il y ait de différence majeure, par exemple, entre une personne qui examine un dossier et puis une autre Voilà. qui examine d'autres dossiers. On a fait le maximum pour tendre vers la plus grande homogénéité possible dans la manière d'examiner les dossiers. Et donc, c'est tout un travail préalable qui a été assez important et qui a porté ses fruits parce que pour l'instant, on est assez satisfait de la manière dont les choses se déroulent, à la fois au niveau de l'examen des dossiers en tant que tel et au niveau des épreuves orales aussi, puisque c'était la première fois l'année dernière qu'on a organisé des épreuves orales. Et même si évidemment il y a des petits ajustements auxquels qu'il faut mettre en place d'une année sur l'autre, on est quand même assez efficace et assez bien préparé, on va dire maintenant, sur l'examen de chacun des dossiers. Donc, ça veut dire que la commission est multidisciplinaire. Donc, Non, 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 ce sont des psychomotriciens en activité qui sont tous formateurs, enfin vacataires au minimum au sein de l'Institut de formation. Psychologue ou médecin ou autre. Non, parce que c'est spécifique à la filière psychomotricité. Donc. Ok, merci. Oui, pour les oraux Parcoursup, alors si je dis pas de bêtises, c'est le 12 ou le 13 mai de votre point de vue à vous. C'est-à-dire le candidat viendra soit le 12 mai, soit le 13 mai. Pour nous, ça nous mobilise sur les 2 jours non-stop. Mais si je dis pas de bêtises, hein, vérifiez sur Parcoursup. Mais c'est le 12 ou le 13 mai. Et la réponse qui vous informe du fait d'être sélectionné à l'oral ou pas interviendra début mai au plus tard. Parce qu'ensuite, il y a un délai réglementaire qui est à respecter. Et de toute manière, pour que les candidats puissent s'organiser aussi en termes de déplacement et autres, l'information tombe début mai, on va dire. Vraiment au tout début du mois de mai, au plus tard. Bonjour. Et je voulais savoir par rapport aux enseignements de spécialité, est-ce qu'il y en a qui sont priorisés dans le... Non, pas spécialement. Rien n'est rédhibitoire, rien n'est déterminant non plus. Donc nous, on a une façon d'appréhender les choses qui est liée au fait de dire, voilà, quelles que soient les spécialités et les options du candidat, chacun doit avoir ses chances. Et donc, aucun choix n'est rédhibitoire en tant que tel. Et à l'inverse, parce que ça marche dans les deux sens, aucun choix n'est absolument déterminant non plus. Par exemple, un élève qui n'aurait pas pris des enseignements de spécialité scientifique par rapport à sa réussite dans la formation, Alors ça, c'est une autre question. C'est pas tout à fait la même. Là, on n'est plus dans le cadre de la sélection, mais ce qui se passe ensuite dans la formation. Et ce qu'on constate, c'est que oui, les étudiants qui ont un profil un petit peu scientifique, on va dire au départ, en tout cas avec quelques enseignements à minima, sont ceux qui se mettent le plus vite dans le bain. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu hein, sur les matières scientifiques en première année, donc anatomie, physiologie, il y a une centaine d'heures à chaque fois, c'est beaucoup, hein, avec un gros travail personnel derrière, santé publique, etc. Donc oui, ceux-là sont ceux qui se mettent dans le bain le plus vite et qui s'adaptent. Et pour les autres qui n'ont absolument aucune base scientifique en tant que telle, peuvent rattraper un certain retard, peuvent s'y mettre, ça demande peut-être plus de travail, mais en soi, c'est pas rédhibitoire non plus, quoi. mais vous avez des étudiants qui n'avaient pas de Oui, tout à fait. Oui. spécialité Oui, oui. scientifique et qui réussissent bien. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Dans le pire des cas, le règlement prévoit que les étudiants puissent redoubler au maximum une fois par année d'études. Donc, ça nous laisse la possibilité d'envisager 3 redoublements. Voilà. C'est pas le but, hein, mais disons que c'est un filet de secours, quoi. Puis il y a les rattrapages aussi, il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'accompagner pour nous au mieux les étudiants. Et après, vraiment, dans les solutions de dernier recours, il y a les rattrapages et les redoublements. Mais oui, oui, on a vu des étudiants progresser, on essaie de faire en sorte de les accompagner au mieux. Mais ceci dit, c'est vrai aussi que c'est ceux qui ont le profil un petit peu scientifique au départ qui se mettent le plus vite dans le bain, c'est indéniable. Oui. Non, c'est absolument pas rédhibitoire. Simplement, là aussi, on va regarder globalement la qualité du dossier de manière générale. Le fait est qu'on a plus de candidats qui sont issus des bacs généraux. Donc, plus on a de candidats, c'est mathématique, hein, plus on a de candidats, plus on a des bons dans le tas. Et donc, pour l'instant, sur les 2 premières promotions, on constate que oui, il y a une dominante, on va dire, de personnes qui sont issues de bacs généraux, mais on en a quand même quelques-uns qui sont issus de bacs technologiques. Voilà. Le plus important, c'est de comprendre c'est la qualité globale du dossier qui rentre en ligne de compte, que ce n'est pas un critère qui est déterminant ou rédhibitoire par rapport à d'autres, mais c'est des dizaines et des dizaines de critères qui, mis bout à bout, nous donnent un aperçu à la fois le plus global et le plus précis possible des candidats. Et c'est un petit peu pareil pour les bacs généraux, enfin les bacs, généraux ou pas, c'est pas rédhibitoire.
On a des dossiers qui sont pas très bons pour des personnes qui sont issues de bacs généraux et au contraire des dossiers qui sont excellents pour des personnes issues de bacs technologiques. Donc après, quand on regarde tous les critères, tout ça, ça peut s'équilibrer et on a deux, trois personnes, si je dis pas de bêtises, en comptant nos deux promos qui sont issus au départ de bacs technologiques. Juste pour comprendre un peu plus dans la pratique du métier, on parle de soigner les troubles de motricité. Donc, il y a des exercices qu'il faut faire pratiquer aux patients. Est-ce qu'il y a aussi des massages? Est-ce que ça fait partie de... Alors certains instituts forment au massage, au toucher thérapeutique. Pour l'instant, nous, c'est pas spécialement le cas. Mais oui, je sais que ça. Bah, après, regardez sur Internet, il y a plein de vidéos, des choses comme ça. Voilà. Oui, c'est le cas parce qu'on a différentes orientations, différentes façons d'aborder le métier, les fondements théoriques de la formation et de la profession. Donc voilà, le toucher thérapeutique, le massage peut faire partie de certaines orientations d'autres instituts. Ce n'est pas spécialement le cas chez nous, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas un jour. Donc c'est plutôt l'idée, c'est plutôt d'améliorer la motricité relationnelle et vis-à-vis du monde physique, j'allais dire. Donc ça passe par plein d'exercices perceptivo-moteurs, parce que fondamentalement, la prise en charge doit rester sur des objectifs perceptivo-moteurs. On est là pour améliorer les capacités d'action du sujet, souvent dans des milieux spécifiques. C'est ça la différence avec le kiné aussi, qui va s'occuper de l'aspect mécanique du corps, qui va rééduquer les aspects musculaires, articulaires suite à des lésions ou à des blessures. Les psychomotriciens s'intéressent d'abord et avant tout à l'action du sujet dans sa vie de tous les jours et souvent dans des situations assez spécifiques. Donc de là, ça ouvre des possibilités qui sont extrêmement variées. Avec des enfants, on va travailler sur des situations de la vie de tous les jours, par exemple, au-delà du fait de stimuler certaines grandes fonctions psychomotrices. Donc de plus en plus, on est sur un travail écologique, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire qui s'apparente, qui s'approche des situations de la vie de tous les jours. Et plus on s'occupe de patients adultes et âgés, plus ça doit être vrai, parce qu'il y a un intérêt encore plus important à travailler directement sur des situations qui sont proches de la vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Mm. Oui, oui, on peut tout à fait continuer, enfin, se spécialiser après la formation initiale, faire des DU, des masters, des formations dans le cadre du DPC, développement professionnel continu. Il y a tout un tas, on peut se spécialiser sur des populations particulières, sur des approches rééducatives ou thérapeutiques particulières. Et comme le disait Madame Moritz Gasser pour l'orthophonie, tous ces métiers-là sont en pleine évolution, les connaissances ne cessent de s'accumuler et c'est hyper passionnant aussi parce que du coup, ça ouvre la possibilité de continuer à se former de manière continuelle. Et de toute manière, l'État a décidé que c'était maintenant obligatoire. Donc il faut continuer à se former de toute manière au-delà du diplôme d'État pour ce qui nous concerne. C'est bon pour nous. Ben, merci beaucoup et bon courage pour ceux et celles qui candidatent.